Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine pour une nouvelle émission. Et j'accueille sur le plateau d'AgriWeb TV Antoine Messéan. Antoine Messéan, bonjour. Vous êtes administrateur de Terre de Liens Aquitaine, c'est bien ça? C'est ça, oui. Bonjour. Bonjour. Terre de Liens, présentez-nous cette association. Alors, Terre de Liens est un mouvement citoyen qui vise à préserver les terres agricoles à vocation nourricière, à mesure où il y a un renouvellement important des générations et un manque de porteurs. Donc voilà, Terre de Liens achète des terres et les met à disposition de jeunes agriculteurs ou pas, ils sont en reconversion, et permet de lever un peu l'obstacle du foncier, du prix du foncier. Ça, c'est le premier point, c'est l'action centrale. Donc, ce sont des souscripteurs, nous avons à peu près 30 000 citoyens qui investissent dans de l'économie solidaire et sociale. Et avec ça, la foncière Terre de Liens achète des terres et on installe des agriculteurs. En toile de fond, l'idée, c'est que la terre est un bien commun qui non seulement contribue à l'alimentation, à la souveraineté alimentaire de la France, mais aussi peut répondre à la crise de la biodiversité par le changement des pratiques, à la crise économique et sociale dans nos territoires qui se dépeuplent. Donc il faut réinstaller des agriculteurs face à la crise démographique que nous vivons. Et c'est également une possibilité de contribution à la crise énergétique, et on va en parler. Exactement, parce que vous vouliez nous dire un peu votre point de vue sur l'agrivoltaïsme et nous partager votre point de vue sur cette thématique-là. Tout à fait. Alors, a priori, Terre de Liens n'est pas opposée à l'agrivoltaïsme, mais là, j'ai évoqué le fait que pour Terre de Liens, la terre agricole doit être à vocation nourricière. Donc c'est une priorité. Et donc le premier argument, c'est de dire, mettons des panneaux, utilisons le solaire partout où on peut, sans prélever sur la terre nourricière. Voilà, donc des bâtiments, des friches. Alors c'est compliqué, il y a des contraintes techniques, mais c'est là où le rôle du politique aussi de faire savoir des priorités. On peut comprendre que les opérateurs aillent évidemment, sur des terres agricoles, c'est peut-être plus facile d'avoir des surfaces conséquentes. Mais voilà, donc ça c'est le premier point. Priorité aux terres agricoles. Deuxième point, mettre l'accent sur la sobriété énergétique. Bon, vous savez notamment que, et on voit bien dans le contexte actuel de la crise géopolitique internationale, que les intrants agricoles dépendent beaucoup des énergies et donc en pratique, en ce qui concerne par exemple les engrais azotés, l'importation de gaz russe. Donc quand on parle de souveraineté, il faut aussi tenir compte de ça. Donc là, il y a des efforts qui peuvent être faits dans la transformation des systèmes agricoles. Donc ça, c'était le deuxième point. Ensuite, enfin les deux premiers points. Et donc si il faut apporter une contribution supplémentaire, ça doit pouvoir se faire, compte tenu des enjeux en termes de volume, en apportant une réelle valeur ajoutée à l'agriculture. Alors, la loi et le décret affichent ces objectifs, que ça doit apporter une valeur ajoutée. Mais nous considérons que les conditions actuelles, et notamment les taux de couverture, sont en pratique incompatibles avec le respect du décret. Sur le plan agronomique, moi je suis agronome de formation, dans la mesure où il a été montré par l'INRAE qu'au-delà de 20%, il y avait des baisses significatives de rendement. Et c'est assez logique avec la photosynthèse. Alors évidemment, ça dépend des systèmes de culture. C'est d'autant plus vrai pour les grandes cultures, les céréales. En ce qui concerne les cultures pérennes, vergers ou vignes, on peut trouver une valeur ajoutée, essayer de préserver. On n'a pas les mêmes critères de rendement. Enfin, donc il faut regarder au cas par cas, suivant les cultures et suivant les régions. Évidemment, là où il y a du stress hydrique, il y a probablement un intérêt à faire l'embrasage. Mais de façon très claire, le décret tel qu'il est ne garantit rien. Il ne garantit rien, il a juste... Du point de vue agronomique, en laissant un maximum de 40%, il est clair qu'à 40%, quel que soit le système, on aura des pertes. Donc pourquoi pas? Mais il faut l'assumer, il ne faut pas dire qu'on va maintenir une production agricole et produire. Ça, c'est sur le plan agronomique. Sur le plan économique, je dirais c'est pire.
donc de pouvoir respecter la parité. On sait très bien, et c'est pour ça que les agriculteurs vivent mal actuellement, que les revenus sont insuffisants pour vivre de leur métier. Or, la profitabilité de l'agrivoltaïsme est sans commune mesure. On va dire c'est de l'ordre de 10 fois en moyenne, mais ça peut être plus, 10 fois la marge brute. Donc c'est difficile de résister et donc de maintenir l'équilibre entre les deux, du point de vue agronomique et du point de vue économique. Nous disons attention. Néanmoins, ce que nous préconisons, c'est d'être très prudent, d'y aller vraiment au cas par cas, de ne laisser passer que les projets qui apportent une réelle valeur agronomique et d'apprendre en marchant. Car aujourd'hui, on n'a pas de recul. Non, c'est une technologie toute récente. Les projets voient le jour à peu près. Les premiers projets voient le jour actuellement. En fait. Voilà, donc on n'a pas de recul et il faut surtout maintenir un observatoire. Alors c'est lourd, c'est coûteux, mais il faut que la puissance publique se donne les moyens. L'inquiétude, c'est qu'il y a une telle pression sur une énergie renouvelable, puisque la France est elle-même accusée de ne pas aller assez vite, qu'on peut avoir tendance à laisser aller très vite, à laisser passer. Et ça, nous disons, attention, il faut vraiment regarder au cas par cas. Vous parliez tout à l'heure des revenus des agriculteurs. C'est vrai qu'ils sont en difficulté, hein, on l'entend énormément. Donc ça leur permet une diversification en fait, de revenus. Alors, vous dites diversification de revenus, oui, mais en pratique, compte tenu des rapports de profitabilité, ce n'est pas une diversification, c'est une substitution. Et donc, on voit bien des exemples où la production énergétique va être la production principale. Et ensuite, la production agricole va être une production alibi. Et il va être très difficile, malgré la réglementation, de démanteler des installations et de dire à des fermiers pour qui ça peut être dans certains cas une question de survie. Mais ce problème, nous l'assumons complètement en disant il faut que l'agriculture paye. Donc il faut avant tout faire en sorte que l'alimentation rémunère nos agriculteurs. C'est une logique effectivement indéniable. Effectivement, il faut vivre de ce qu'on produit. Oui, il y a un risque de perte d'autonomie. C'est aussi important, je pense que pour la plupart des agriculteurs, moi je suis fils d'agriculteur, j'ai tous mes frères et sœurs qui sont agriculteurs, ils veulent être autonomes. Si économiquement et du point de vue réglementaire, ils dépendent d'un opérateur externe, avec notamment, et ça c'est aussi une inquiétude pour nous, parce qu'évidemment on se préoccupe beaucoup du foncier, c'est la question de la transmissibilité, le prix du foncier qui pourrait exploser avec ces installations et la difficulté à transmettre et la perte d'autonomie du fermier si la production photovoltaïque est ultra dominante dans l'activité agricole de l'exploitation. En revanche, évidemment, tout ce qui va être production pour l'autonomie énergétique de l'exploitation, nous y sommes très favorables. Alors c'est peut-être des installations plus petites, également aussi un partage de la valeur à l'échelle territoriale, d'essayer de repenser à l'échelle territoriale ce que peuvent apporter ces technologies en termes d'autonomie énergétique du territoire, des communes, et comment on partage la valeur, pas uniquement entre collectivités locales et les opérateurs et fermiers, mais aussi avec l'ensemble du territoire. C'est aussi un enjeu important en termes de tissu social, de maintien d'une solidarité au sein de nos territoires ruraux. Oui, bon, mais on l'a bien compris. Rappelez-nous un peu les préconisations de Terre de Liens. Vous l'avez cité rapidement tout à l'heure. Pour les agriculteurs, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors nous, ce qu'on préconise, c'est de développer, donc au cas par cas, et uniquement s'il y a une réelle valeur agronomique. Et pour ça, il faut revoir le modèle technico-économique qui assure cet équilibre, alors que là, il y a un déséquilibre, il y a une concurrence déloyale par rapport à la fonction agricole. Donc, revoir le modèle technico-économique, ça passe par le taux de couverture, mais pas uniquement. Et puis, surtout, mettre en place un réel suivi. Donc, il faut investir, c'est lourd. Il faut qu'il y ait des mesures agronomiques pour que, collectivement, on puisse décider et surtout maintenir à terme
la vocation nourricière de nos terres agricoles. Maintenir la vocation nourricière de nos terres agricoles. Mais merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Antoine Messéan, et merci de nous avoir éclairés sur ce point. Nous, on se retrouve pour une nouvelle émission très rapidement.